Voilà, alors bonjour à tout le monde, merci d'être venu malgré le vent. Et puis voilà, donc je vais vous présenter un travail qui est un travail de recherche, de compréhension sur ce qu'on appelle les mythes. Alors il y aura une petite introduction, je donne un petit temps pour que vous puissiez vous repérer parce que c'est quand même assez dense. Donc je vous donnerai quelques généralités sur les mythes africains, donc avec un inventaire modeste, hein, mais déjà de certaines idées que soutiennent ces mythes, et vous verrez qu'elles sont différentes selon les régions d'Afrique. Et je me centrerai sur deux thèmes particuliers, la question de l'homme et de la femme, et la question de la mort. Et puis, je vous raconterai là deux mythes d'ethnies différentes, mais dans la même sphère géographique. Donc ce sera la première partie de l'intervention. Dans la deuxième partie de l'intervention, et la troisième, je me centrerai sur des ethnies particulières. Je les ai choisies justement pour leurs différences, leurs spécificités. Donc je vous parlerai des Yoruba, qui sont au Niger et au Bénin. Et je vous parlerai en dernière partie des Dogons. Voilà. Donc, pour les Dogons, alors pour les Yoruba, je commencerai par un mythe, et puis je vous parlerai des divinités particulières qu'ils vénèrent, pourquoi ils les vénèrent. Et puis pour les Dogons, je vous parlerai un peu de la découverte de ce pays particulier que j'ai eu la chance de parcourir. Je vous dirai un mythe Dogon. Et ensuite, j'ai choisi deux thèmes parce que les Dogons, c'est un monde tellement extraordinaire qu'il ne m'aurait fallu la conférence que sur les Dogons. Tu reviendras. Mais j'ai choisi, donc, par rapport au mythe, de vous parler de l'initiation, puisque je suppose que vous avez entendu beaucoup parler de l'initiation en Afrique. Et puis aussi, j'aborderai la question de l'art. Je ne pouvais pas éviter cette question. Et j'espère avoir le temps, et peut-être vous me donnerez un quart d'heure de plus, pour terminer par un conte, un très beau conte, et qui est issu d'un mythe. Et là, on verra comment il y a parfois une relation entre le conte et le mythe. Et vous verrez déjà avant que le mythe, il est à prendre en compte, puisqu'on le voit dans la vie quotidienne aussi, dans tous les rituels qui existent encore en Afrique. Il y a quelque temps, je vous avais parlé des mythes. Et je vous avais dit quelques mythes de quelques continents. Je vous le redis, non. Les mythes ne sont pas des jolis mensonges, comme je l'ai entendu l'autre jour à la télévision. Non, ni de jolis contes. Les mythes, ce sont des récits qui ont été inventés par les premiers hommes dès qu'ils ont eu un langage et dès qu'ils se sont constitués en groupes sociaux. Ces récits répondaient aux questions que les premiers hommes se posaient, donc sur l'origine et la création du monde et des hommes, sur les éléments et phénomènes naturels, cosmiques et humains qu'ils remarquaient, qu'ils subissaient, qu'ils admiraient ou dont ils avaient peur. Pour cette nouvelle rencontre, je me centrerai sur les mythes africains. Notre connaissance des mythes africains a été assez tardive. Nous la devons à certains aventuriers, à certains écrivains, aux missionnaires évangélisants et à certains ethnologues. Or, il a fallu, et il faut encore se méfier de leur traduction, car peu connaissaient la langue de l'ethnie concernée, et se méfier de leur volonté, leur désir, de faire entrer ce récit dans leur catégorie habituelle, et de l'utiliser pour convaincre, pour étonner, pour séduire. Les connaissances des mythes restent souvent fragmentaires, donc rendent difficile leur déchiffrement. Les symboles et les images utilisées sont difficiles d'accès pour nous, souvent
par les seules voies de la raison. Car dans les mythes africains, il s'agit d'une pensée symbolique et il s'agit d'une utilisation beaucoup plus grande que dans nos propres récits de la parabole, de l'allusion allégorique, des proverbes, des locutions et des devises. Et quelquefois, nous sommes un petit peu étonnés quand nous voyons tous ces proverbes et que spontanément, nous ne les comprenons pas tout de suite. Nous devons faire un effort pour nous débarrasser de nos habitudes et d'une certaine volonté qui se veut toujours scientifique et rationnelle. Mais le mythe contient sous le camouflage allégorique l'essentiel des connaissances empiriques relatives à la nature ambiante et à l'univers tout entier. Donc pour cette nouvelle rencontre, je vais me centrer sur les mythes africains. Voilà, c'est riche. Donc voilà les idées que j'ai retenues pour dire un petit peu, parce qu'il y a énormément d'ethnies, vous voyez j'en ai marqué quelques-unes, mais vous voyez que par rapport à l'ensemble de l'Afrique et l'ensemble des pays, ce n'est qu'une goutte d'eau. Mais j'ai cherché de voir quelles étaient les idées qui traversaient tous ces mythes des différentes ethnies. Donc ces récits témoignent tous d'une volonté, d'un effort pour apprivoiser le monde, le comprendre ou définir sa place et son rôle. Il s'agit d'accorder l'humanité avec les rythmes du cosmos, cosmos entendu comme l'univers, et d'enseigner les modes d'utilisation des forces qu'il produit, c'est-à-dire pas seulement de l'observer, mais de le comprendre et puis d'en faire quelque chose, de l'utiliser par exemple dans des règles qui vont définir comment la société, les membres de la société doivent vivre et se comporter ensemble. Ces récits sont donnés comme véridiques, inchangeables et sont sacrés. Ils sont dits ou chantés par des sages ou par des initiés et ils s'accompagnent de rites, de danses, de fêtes rituelles, voire de sacrifices. Ils rythment et organisent la vie sociale. Ce qui est intéressant dans les mythes, c'est ne pas les voir comme quelque chose d'ancien qui est dépassé, mais quelque chose qui continue encore dans la vie de tous les jours, par des règles sociales qui ont été établies et par des fêtes, des comportements qui sont rituels et qui doivent être faits. Chaque ethnie possède ses propres récits. Chaque ethnie a sa version de la création du monde à partir d'un vide, ou d'un néant, ou d'un chaos, ou d'une mer de boue, ou d'un marécage, ou d'un immense miroir d'eau. Alors tout ça, c'est à rattacher à nos propres croyances, à nos propres mythes, de voir en quoi nous sommes semblables et en quoi nous sommes différents. Ce n'est pas une recherche simplement comme ça pour faire plaisir, pour faire riche entre guillemets, pour faire être bien, mais c'est comment nous nous situons dans nos mythes par rapport aux Africains, quels sont les points de convergence que nous avons et quels sont les points de divergence que nous avons. Tout en sachant que là, leur façon d'exprimer, avec toutes leurs proverbes, leurs symboles, leurs allégories, leurs paraboles, etc., est différente de la façon dont nous avons retranscrit les mythes. Les mythes de l'origine, quels que soient les lieux, développent les mêmes thèmes. Contiguïté, puis détachement du ciel et de la terre. Création de l'homme, le plus souvent avec de l'argile ou des tiges de roseau. Origine et séparation des races. Perte de l'immortalité originelle. Apparition de l'amour. Origine des maladies. Miracle des germinations. Cataclysme et déluge. Éloignement de Dieu après que tout soit créé et mis en ordre. D'une façon générale, à l'origine du monde, on trouve une force créatrice impersonnelle, non figurée, plus ou moins impersonnelle, un Dieu créateur unique, un Père primordial de nature céleste,
une mère primordiale, déesse de la terre, dispensatrice de tous les biens matériels et patronne de l'agriculture. Un couple cosmique, le partenaire mâle représentant le spirituel fécondant, la partenaire femelle représentant le matériel fertile. Un héros civilisateur aux attributs divins. Plus rarement, une première humanité sortie spontanément de la terre, d'une montagne, d'une caverne, d'une termitière, d'une forêt, d'un fleuve, d'un marais. Alors, je vous ai dit que j'avais choisi des thèmes particuliers. Donc j'ai choisi de me centrer comment, dans les mythes africains, sont traités la place de l'homme et de la femme. Les mythes africains, parlant de l'homme et de la femme, les situent dans leur place dans le monde. Monde minéral, végétal, animal, spirituel. Ils affirment leur appartenance à tous les milieux dans une position supérieure. L'homme et la femme apparaissent chacun comme un petit microcosme. Dans les mythes de l'origine et de la création, c'est surtout avec la femme, en elle et par elle, que l'homme s'efforce de s'ancrer dans les réalités de ce monde, qu'il s'évertue d'approcher, d'accepter, de comprendre, d'incarner sa condition humaine. C'est intéressant de voir que dans les mythes africains, la place de la femme est toujours présente. Elle est présente en tant que femme qui apporte quelque chose, pas en tant que femme qui va faire des problèmes, mais en tant qu'elle a une place, et une place importante, quelquefois dans une place de pouvoir. Alors, quelques exemples. Donc là, j'étais dans les généralités. Maintenant, je prends quelques exemples chez les ethnies. Donc, l'homme et la femme, ou l'homme puis la femme, sont créés par une divinité. C'est le Créateur qui les modèle dans la terre, ou les fait modeler, par exemple, dans un quartier de Grèce, par son épouse et ses enfants, ou qui leur insuffle la vie, leur commande de se mettre en mouvement. Alors, on trouve ça au Togo, au Soudan, dans le golfe de Guinée, au Mali ou au Kenya. En fait, sur ma fiche, j'avais mis le nom de toutes les ethnies, mais je ne peux pas vous faire supporter ça, ça serait vraiment trop important. Donc vous regarderez quelles sont les ethnies sur la carte, vous les chercherez si ça vous intéresse. Deuxième point. L'homme et la femme sortent d'un marécage, d'une caverne, d'un flanc d'une montagne ou d'un arbre. On trouve ça en Afrique du Sud, au Kenya, en Namibie, Botswana, en Afrique du Sud. Troisième point, l'homme et la femme émergent des entrailles de la terre. Comment? Le Dieu fait 2 trous dans la terre et ils sortent. Ou bien, lorsque les formes de l'homme et de la femme sont affermies au sein de la terre, un très gros ver leur ouvre la voie vers la lumière. On trouve ça au Ghana, au Burkina Faso, au Mozambique et en RDC, le Zaïre qui maintenant est en République démocratique du Congo. Quatrième point, l'homme et la femme sont des animaux transfigurés. Le fils de la déesse transforme en homme et en femme les animaux qui peuplent la terre. Ou les serpents, les singes, les porcs-épics sont aussi des hommes et inversement. C'est-à-dire d'homme on passe animal et d'animal on peut devenir homme. Et on trouve beaucoup après dans les contes des métamorphoses. Les éléphants qui deviennent hommes et puis après qui remettent leur peau et qui redeviennent éléphants, etc. On trouve beaucoup cette idée de transformation et de rapport entre l'animal et l'homme qui va jusqu'à une transformation en homme ou en animal. Donc c'est la place, c'est une idée très très importante. Ou bien les serpents, les singes, les porcs-épics
ça je viens de le dire, ou bien les hommes sont façonnés dans la noix de cola, et les femmes sortent des animaux conquis à la chasse. Et sortant des animaux conquis à la chasse, chacune prend le caractère de l'animal tué. Ça se trouve au Soudan du Sud et en RDC Congo. Autre idée, les hommes et la femme descendent du ciel. Ils descendent le long du liane, ils descendent le long d'un fil soyeux tissé par la grande araignée. Il y a une grande place à l'araignée dans les mythes. Ils descendent à bord d'une arche en forme de tabouret qui tournoie au bout du liane. Ils sont apportés par l'atmosphère. Ils volent, mais ils tombent. Et dans leur chute, ils perdent la possibilité de voler, mais ils obtiennent la parole. Alors ça, l'importance de la parole, on va la retrouver, et on va la retrouver surtout chez les Dogons, mais là, il nous faudrait un autre moment pour en parler, tellement c'est travaillé, tellement c'est compliqué à comprendre, mais passionnant. Alors, ça, on le trouve en Ouganda, en Tanzanie et au Cameroun. Alors, dernier point, la femme peut être issue du corps de l'homme, notamment un dieu, Vak, se fait une entaille à la cuisse gauche, le dieu étant un homme, récolte le sang dans un panier, et à l'aube du 5e jour, la première femme s'est formée dans le panier. Et ça, on trouve ça chez les Ormos d'Éthiopie. Attends, je vous avais dit que j'avais pris un autre thème, qui était la mort. La mort est très souvent, alors ça c'est aussi passionnant, de voir avec quelle simplicité, à la fois une complexité extraordinaire et une simplicité de parole, il nous parle de la mort. La mort est très souvent présente dans les mythes de la création, dans des positions différentes, dans des rôles différents et parfois inattendus. Par exemple, la mort est au commencement de tout. Ou bien, elle s'introduit dans le monde à la suite d'une erreur, d'un concours malheureux de circonstances, d'un décalage entre les espaces-temps des dieux et des hommes, à cause de l'impossibilité à franchir un passage ou d'un message égaré ou inversé par le messager. On le retrouve ça souvent dans les contes. On envoie un messager pour dire qu'il y a une naissance, et comme il ne veut pas la naissance, il dit qu'en a fait, au lieu d'accoucher d'un enfant, il a accouché d'un chien ou d'un monstre. Et voilà. C'est-à-dire qu'on retrouve dans certains contes, pas tous, mais on retrouve dans certains contes des éléments de mythe. Ça, je vous en parlerai tout à la fin aussi. Ou bien, la mort vient au monde par la faute de la femme qui fait le mauvais choix, qui vole et qui rapporte des recettes et des techniques des épouses des dieux et qui sont punies de mort, qui donne refuge à la mort poursuivie par le dieu. Donc ça, c'était des idées. Maintenant, je vous donne quelques exemples. Le dieu avait décidé de pourchasser la mort et avait interdit de sortir pendant cette chasse. Or, la mort trouva refuge près d'une femme qui avait transgressé l'interdiction de Dieu. Écoutez bien, la femme remonta un peu sa peau sous ses aisselles pour permettre à la mort de se cacher en se glissant dessous et de pénétrer dans son ventre. Et bien, c'est ainsi que la mort s'empara du corps des hommes et s'introduit dans le monde. On trouve ça au Rwanda. Un autre exemple que je trouve magnifique. Au commencement, il n'y avait qu'un homme qui souffrait de solitude. Il rencontra la mort. La mort le conduisit près de la première femme et apprit au couple l'usage de la parole. C'est original, la mort qui apprend la parole. L'homme, cependant, ressentait un sentiment bizarre, un mal étrange. La mort arriva une deuxième fois et leur enseigna l'amour. La femme grossit, l'homme eut peur, il s'alarma. Alors la mort vint une troisième fois, elle aida la femme dans sa grossesse
elle aida à accoucher de son premier enfant. On trouve ça chez les gourous de la Côte d'Ivoire. Donc dans les mythes, la femme et la mort se côtoient, se rencontrent. Lorsque dans un mythe, le dieu convoque le serpent et la femme et leur demande de choisir entre deux calebasses, l'une contenant la mort, l'autre la vie, la femme choisit celle avec la mort. Était-ce le mauvais choix? Était-ce une faute? Ou est-ce reconnaître la place de la mort au sein de la vie et de la mort? La force n'est-elle pas dans l'acceptation de sa présence? Dans les mythes, au côtoiement de la femme, la mort devient familière, connue et parfois salvatrice. On donne de l'espoir, hein? Alors, un exemple de mythe de la création. Alors, ce mythe de la création, il est chez les Bosongo de la tribu Bantou dans l'Afrique australe. À l'origine, le dieu Bouba vivait seul, dans l'obscurité totale. Un jour, ce dieu se sentit oppressé, mais très oppressé, de plus en plus oppressé. Et dans un énorme hoquet, il vomit le soleil. Et le soleil irradia de sa lumière. Et on vit le monde et ses limites, on vit la terre et ses reliefs. Mais Bumba vomit encore. Il vomit alors la lune et les étoiles. Puis il se reposa encore un petit peu. Et là, il vomit des créatures vivantes. Il vomit d'abord l'aigle, puis le chevreau, puis le crocodile, puis le héron, puis le léopard, puis le poisson, puis il vomit encore, enfin, le scarabée, et puis Tsetse l'éclair, et puis la tortue. Et puis il se reposa, mais il se sentait toujours pas très bien. Et de nouveau, il eut des contractions, des grands spasmes, un grand hoquet. Et là, il vomit les hommes. Et il en vomit suffisamment pour que les hommes forment une tribu. Et Bumba partit un peu se reposer et s'installer à la source de l'eau. Mais les créatures qu'il avait créées décidèrent de continuer sa création. Et alors le chevreau créa toutes les bêtes à cornes. Le crocodile, il créa les serpents, les lézards et les iguanes. Le héron créa tous les oiseaux, sauf le milan, l'aigle milan. Et puis, il restait le petit scarabée qui créa les insectes. Et ces créatures créèrent les créatures à leur image, à leur ressemblance. Et les autres créatures qui mirent du temps à créer, créèrent dans leur imagination et imaginèrent toutes les autres espèces. Et la création était loin d'être finie. Et Bumba avait des enfants. Donc le premier fils vint continuer la création. Et il créa les fourmis blanches. Et les fourmis blanches, elles furent bénéfiques parce qu'elles mirent de la terre noire sur la terre qui était jusque-là stérile. Elle a rendu bénéfique. Mais les fourmis blanches ne furent pas que généreuses.
elles enfermèrent le Fils dans leur immense fourmilière et se nourrirent de lui pendant de nombreuses années. Le deuxième fils de Bumba créa, lui, une plante, une très belle plante, qu'il enfonça fort dans la terre. Et cette plante se développa, devint un arbre immense sur lesquels poussèrent tous les fruits de la terre. Et le dernier fils de Bumba, le troisième, eh bien, il poursuivit l'œuvre du héron, qui n'avait pas voulu créer l'aigle, donc il créa l'aigle. Et là, tout était créé, tout était relativement assez vivable, correct, bien, mais pas avec Tsetse l'éclair. Tsetse l'éclair, ben, il n'arrêtait pas de se servir de ce qu'il pouvait se servir, c'est-à-dire il jetait des flammes partout, des éclairs partout, du feu partout. Alors ça ne pouvait plus durer. Bumba revint et le renvoya à jamais dans le firmament. Mais le feu, il servait à quoi, le feu de Tsetse l'éclair? Il servait aux hommes. Et alors les hommes n'avaient plus de feu. Mais Bumba revint et leur montra que le feu était sous l'écorce des arbres et qu'il pouvait le produire avec des bâtons de friction. Et ainsi se termina la création que Bumba avait commencée. Pour dire un deuxième mythe, un mythe des Zoulous d'Afrique australe. Au commencement, il n'y avait rien. C'était le vide partout. Il n'y avait pas de contour, rien. C'était sans limite, sans forme, sans poids. C'était le néant. Mais dans ce néant, il y avait un esprit, Unkulu Kulu. Unkulu Kulu, eh bien, il régnait sans royaume. Il parlait sans parole. Il innervait la chair sans chair du néant. Et un jour, il décida de créer la déesse mère. Il la nomma Ma. Il lui donna l'immortalité et il lui ordonna de se créer sous une forme humaine. N'oubliez pas que Unkulu c'était qu'un esprit. Alors, Ma se créa en très belle femme, bien sûr, d'en profiter. Ensuite, de rien, elle créa le soleil et les étoiles, qui devinrent sa clarté. Et puis de rien, elle créa la terre, qui devint son lieu de résidence. Ma donc se créa en très belle femme. Elle se nourrissait de diamants et de pierres précieuses. Quand elle était au repos, son corps était parfait. Mais parfois son corps était très agité quand elle était inquiète, contrariée, etc. Et ce jour-là, ce soir, elle était très agitée, très triste. Emma se mit à pleurer. Mais en pleurant, des ruisseaux tombaient à ses pieds. Et ces ruisseaux devinrent des rivières, des fleuves, des mers. Unkulu Kulun arriva très en colère. C'est lui qui devait décider ce qu'on créait et non pas Ma. Donc il l'interpella Ma et lui dit « Arrête, cesse tes pleurs ». Et Ma dit « Je suis triste, je veux un compagnon ». Unkulu Kulu prit une colère extraordinaire. Osait lui faire une question, osait lui donner une raison à ça. Il était tellement en colère que son souffle devint un ouragan et fit voler tous les rochers de la terre dans l'espace. Et c'est ainsi que se créèrent les gouffres, les montagnes et toutes les vallées. Bon, au bout d'un moment, Unkulu se calma, mais il répéta bien à Ma, « Je connais seul le secret de l'univers, et moi seul
ait le pouvoir de créer. M'a dit, oui, je respecterai ça. Alors Unkulun dit, bon, eh bien tu auras un compagnon. Alors Ma se mit à guider ce compagnon qui devait arriver. Et tout à coup, elle entendit, viens ma compagne, je t'attends. Et en même temps, elle sentit comme des tentacules. C'étaient des branches d'arbres qui s'enroulaient autour d'elle. Et on lui disait, je suis l'arbre de vie, je m'appelle Utlanga. Ma prit peur et commença à monter au firmament. Alors l'arbre de vie fit un filet de branches, puis il prit de l'argile et quelques cailloux, et il en fit une boule, et il lança cette boule dans l'espace. La boule toucha Ma, qui tomba dans le filet de branches, et la boule continua son chemin, et devint la lune que Ma n'avait pas créée. Et Ma, dans le filet de branches, elle se trouvait pas si mal. Et le bercement des branches fit qu'elle se trouvait même de mieux en mieux, et qu'elle appréciait très très bien l'étreinte de l'arbre de vie, et qu'elle restait là, et que son corps se transformait, et qu'elle était heureuse. L'arbre de vie, lui aussi, se transformait. Toutes ses branches prenaient des excroissances. Les excroissances tombaient par terre et devenaient des arbres. Quelquefois, elles tombaient très légèrement par terre et elles devenaient l'herbe. Quelquefois, les excroissances ne tombaient pas. Elles s'envolaient et devenaient des oiseaux. Une fois, les excroissances couvrirent toutes les branches et devinrent toutes les qualités de fruits. Une fois, les branches aussi avaient pris des excroissances un petit peu différentes, bizarres même certaines, et quand elles tombèrent, ce furent des animaux qui s'enfuirent à courant. Et les racines aussi avec les excroissances. Les excroissances des racines tombèrent par terre, s'enroulèrent et partirent, et ce fut des serpents. Ainsi, l'arbre de vie avait créé toutes les choses de la vie. Quant à Ma, qui était si heureuse dans son filet de branches, si heureuse des étreintes de l'arbre, son corps s'était transformé. Il n'était pas du tout abîmé, mais il était plein. Elle était dans la plus grande plénitude de la femme. Et après 1000 ans de contraction, elle accoucha d'un peuple, de tout un peuple, et ce fut ce peuple qui peupla le Kalahari. Et on raconte que les hommes qui sont nés avaient des reflets d'or dans leurs yeux. Donc là, je vous ai fait un panorama très rapide sur les mythes africains en général, les idées, voilà. Maintenant, je vais me centrer sur 2 ethnies particulières. La première ethnie, c'est les Yoruba, qui vivent au Bénin et au Nigeria. Le Dieu suprême, Oludumare, décida de créer la terre à la surface des eaux primordiales. Donc il envoya un petit dieu, parce qu'il était entouré de petits dieux, avec le sac de la terre pour créer cette terre. Il donna ce sac à un petit dieu qui s'appelait Olabata. Et Olabata partit. Soit le chemin était long, soit il avait beaucoup soif. Il se mit à boire et il but du vin de palme. Et il but beaucoup de vin de palme. Et donc, il tomba ivre sur le chemin et s'endormit. Comme le Dieu suprême ne voyait pas revenir à Olabata, il envoya un autre petit dieu, Oduduwa, à la recherche. Oduduwa trouva Olabata qui était endormi sur le chemin. Il prit le sac,
il alla jeter la terre à la surface des eaux primordiales et créa la terre et remonta en haut. Quand Obalata s'était réveillé et qu'il avait vu qu'il n'avait plus le sac de terre, il était remonté en haut. Donc maintenant, les deux petits dieux, vous avez compris, étaient remontés en haut. La terre était créée. Mais du coup, le Dieu suprême dit maintenant, il faudrait créer les hommes. Donc il chargea ces deux de créer les hommes. Obalata avait l'habitude de sculpter des petits objets, des petites choses. Il était très bon sculpteur. Donc il se mit dans l'argile à sculpter les hommes. Mais vous l'avez compris, il n'était pas complètement fiable. Parce que quand il avait soif, il buvait du vin de palme et du coup, il était ivre. Et alors quand il sculptait de travers. Et c'est ainsi qu'il y a eu des hommes qui n'étaient pas très très bien sculptés et qui avaient quelques petits défauts physiques. Et après, au-dessus du voix, leur insufflait la vie. Et voilà comment, dans ce mythe-là, s'est créée la terre, et comment sur la terre sont arrivés des hommes, dont certains avaient le corps, disons, un peu imparfait, et d'autres qui avaient été trop cuits, avaient aussi la peau, quelquefois, trop foncée, ou bien au contraire, quelquefois, complètement blanche, comme les albinos. Donc, je vous ai parlé de ce Dieu suprême. Olodumare, on l'appelle aussi Oloru, mais moi j'ai choisi Olodumare dans les deux noms. Ce Dieu du ciel, il occupe une position lointaine et puissante. Il est Dieu inamovible, mais il est insensible aux prières, ce Dieu. Donc du coup, les hommes se sont dit, ce n'est pas la peine de lui rendre un culte, puisqu'il est insensible aux prières. Donc ils ont voué un culte à ce qu'on appelle les orissas, qui sont des divinités intermédiaires. C'est-à-dire par rapport à toutes les religions qui vouent un culte au Dieu d'en haut, eux c'est aux divinités intermédiaires. Et seuls les orissas, donc, sont sollicités par leurs fidèles et reçoivent des offrandes et des sacrifices pour qu'ils continuent à exercer leur pouvoir. La croyance en les orissas est comme une religion, mais où ni l'enfer, ni le diable, ni la peur d'un dieu ou des dieux ne donnent une angoisse, où elle est une tentative de réponse aux problèmes de l'homme à partir de son environnement physique et social. L'orissa est une divinité intermédiaire entre les hommes et un Dieu suprême. C'est l'alliance d'un ancêtre lointain et d'une force de la nature. Mais si la force est permanente, l'ancêtre est mortel, donc pour maintenir un pacte protecteur, il faut évoquer la mémoire de l'ancêtre défunt et rappeler son esprit sur terre par des cérémonies d'adoration et des transes de possession. Alors il y a quelque chose de très intéressant là, chez les orissas, c'est pour ça que je l'ai choisi, pour l'histoire des divinités intermédiaires et pour ce que je vais vous dire. Pendant la période de la traite transatlantique des esclaves, une conséquence imprévue importa la religion des orissas Yoruba au Brésil et à Cuba. Et elle s'y maintint en cachette de la religion catholique. Puis, ces cultes furent autorisés et les Noirs créoles, nés au Nouveau Monde, furent élevés dans le respect de deux religions. Pour eux, le saint de la religion catholique et l'orissa de leur ethnie n'étaient qu'un. C'est ce qu'on appelle du syncrétisme, et du coup, ils furent syncrétisés, les saints furent syncrétisés, c'est-à-dire fusionnés entre eux. Je trouve que ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, quand on fête un saint chez les Yoruba, suivant où on est, ça va être le saint catholique ou bien l'orissa, mais c'est comme s'ils étaient complètement égaux.
Et donc, ils ont à peu près les mêmes rituels. Alors, je vous donne un exemple d'Orissa. C'est ça aussi qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qui ils ont divinisé et quelle fonction ils leur ont donné. Donc, Sango, le dieu du tonnerre des Yoruba. Il est viril, gaillard, violent et justifié. Il châtie les voleurs, les menteurs et les malfaiteurs. Quand Sango est en colère, il envoie la foudre. La personne châtiée doit alors lui faire des offrandes pour apaiser sa colère et payer des amendes à ses prêtres. Les prêtres recherchent aux endroits où la foudre est tombée des pierres qu'ils appellent haches de foudre. Et ces pierres sont disposées sur l'autel de Sango et le sang d'animaux sacrifiés est versé sur ces pierres pour en maintenir la force et la vitalité. L'emblème de Sango, réputé pour ses coups de tête, pour ses... c'est quoi? Je ne sais rien. Pour ses coups de hache, et la double hache stylisée que les prêtres portent à la main lorsqu'ils sont en transe. Sango épousa 3 divinités, Oya, qui commandait les tempêtes et le fleuve Niger, et Osun et Oba, qui devinrent des rivières. Alors là, tout à l'heure, on avait parlé de la transformation en animaux, mais ça peut être aussi la transformation en éléments de l'univers, notamment des rivières. Dans les mythes que j'ai travaillés, c'était des rivières. On peut imaginer que ça peut être aussi des montagnes. Sa fin fut mystérieuse, on ne retrouva pas son corps. On vit au pied d'un arbre un trou d'où dépassait une chaîne de fer. Il était devenu un dieu. Ses partisans lui élevèrent un temple. Au Brésil, Sango est synchronisé avec Saint Jérôme, tous deux accompagnés par un lion. Le mercredi lui est consacré. Ça, je peux vous donner un exemple, je ne vais pas vous le dire pour tous, rassurez-vous. Ses fidèles portent des colliers blancs et rouges. Au cours de la danse, Sango brandit la hache double, mime le lancer de pierres de foudre. Les chiffres 6 et 12 lui sont associés. À Cuba, Sango est synchronisé avec Sainte Barbe, patronne des tirailleurs. Les bouchers, les pêcheurs, les barbiers, les chauffeurs d'auto et de locomotives, les mécaniciens, réparateurs de vélos. Alors toujours, vous voyez, là où j'insiste, je ne sais pas si je le fais assez bien ressortir, c'est comment les mythes sont vivants dans les rituels de la vie quotidienne. Après, il y a, alors celui-là je l'adore, Dada ou Bayani, nom donné à Ajaka, frère aîné de Sango. Lui, il aimait les enfants, la beauté, la décoration. Donc il a abdiqué en faveur de Sango. Mais, bien qu'il ait, ça c'est génial, bien qu'il ait abdiqué, il fut divinisé pour sa beauté, pour son élégance et ses cheveux bouclés. Voilà. C'est le pareil. Moi, je trouve que ça nous donne un petit peu de, comment dire, ça nous remet comme ça, un peu dans une certaine réalité, et pas de penser tout de suite au-dessus de ceci à des grands concepts, etc. Mais non, il est beau, ben on l'aime bien, ben on le divinise. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose que parler à quelqu'un qui est aimable, hein? Alors, après, ben c'est tout. Après, alors attendez, alors qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, il y a Nana Buruku. Alors, je vous dis juste ce dont ils sont porteurs, parce que ça nous fait réfléchir. Il est divinité des eaux primordiales, boueuses, parce qu'elles contiennent le liment dont sortira le monde. On dit quand il déifie la boue. Il y avait une petite fille tout à l'heure qui disait qu'elle aimait bien se promener dans la boue. Au Sumari, il est représenté sous la forme d'un arc-en-ciel, d'un serpent arc-en-ciel. Il est le symbole de la continuité. Il représente la force vitale, le mouvement, tout ce qui est allongé. Il est à la fois mâle et femelle. Il soutient la terre et l'empêche de se désintégrer. Il est la richesse et la fortune.
Son office consiste à prendre l'eau sur la terre pour la monter dans les nuages. Voilà, c'était quelques exemples des Yoruba. Ah ben oui. Qu'est-ce qui reste? 10 minutes. Les Dogons. Bien, monsieur Rabat. Je vous assure qu'il n'a rien lu. Hein. Alors, les Dogons. Alors, en Afrique, les Dogons habitent sur les bords et la falaise de Bandiagara, dans une boucle que forme le fleuve Niger. Bandiagara a été classé par l'UNESCO comme un des trésors de l'humanité. Alors, les Dogons, il faudrait faire plusieurs conférences sur les Dogons. Moi, je vais vous faire vraiment le plus petit résumé que je puisse faire. Les villages de terre ocre, accrochés aux anfractuosités, abritent une vieille civilisation dont la richesse de la culture et des rituels a survécu, en dépit de quelques changements dus à l'arrivée de l'islam et du tourisme. Et ils ont intéressé les chercheurs depuis longtemps, ainsi que tous ceux qui s'interrogent à l'histoire de l'humanité et aux différentes cultures. Ils ont été découverts en 1931 par la mission Dakar-Djibouti, dirigée par Marcel Grioul, premier grand ethnographe de terrain français en Afrique. Puis, Marcel Grioul retourna dans le pays d'Ogon jusqu'à sa mort en 1956 et il fut vraiment intégré. Il fut intégré parmi les vieux sages. Il y introduit la culture des oignons qui prospéra et que les Dogons continuèrent. Et moi, je peux vous assurer qu'il y a 25 ans, je l'ai vu, cette culture des oignons qui continuait encore et qui permettait d'enrichir un peu les Dogons. Puis, alors, Marcel Dogon fit un travail sur le lexique, la langue, la grammaire de la langue Dogon, en notant les moindres nuances phonétiques. Ce qui est très intéressant et unique, passionnant, mais très très difficile pour notre culture à lire, il travailla avec un vieux chasseur aveugle, Ogotem Meli, et dans des entretiens journaliers qu'il consigna dans son livre Dieudo. Alors moi je vous le conseille parce que c'est là vous avez le mythe dans son origine, puisqu'il a été travaillé dans la langue et la culture et avec quelqu'un qui le pratiquait et qui à certains moments il avait un petit peu des trous et alors Marcel Guillaume lui posait des questions et il retrouvait. Voilà, c'est vraiment un travail extraordinaire qui a été fait là. Et c'est là que Marcel Grioul découvrit une version du grand mythe de la création. Alors là, je ne vais pas vous le faire, ce mythe, je vais vous en donner un résumé, parce qu'il faudrait avoir une conférence entière, un travail entier sur les Dogons. Et sa fille, Madame Grioul, a continué son travail, et même le fils de la fille, le fils qui a travaillé en France. La Geneviève, sa fille, a travaillé essentiellement sur les contes et sur la parole. Alors là aussi, la parole, c'est extraordinaire. Ils ont un esprit à la fois scientifique, à la fois poétique, le tout mêlé, à la fois social, à la fois éthique. Enfin, tout est mêlé dans leur mythe et dans ce qui en découle, qui se vit dans la vie quotidienne. Alors voilà, je vous le lis là, parce que je ne veux pas... Parce que c'est un résumé en plus. Donc là, je vous le lis pour que ça soit bien placé. Ama forma par sa parole un placenta, une sorte de mère primordiale. Il y plaça les germes de 2 paires de jumeaux mixtes, un mâle sorti de l'œuf avant terme, et du coup sema le désordre dans la création. Il vola à Ama les graines primordiales, par exemple le phono, le mil, etc., ainsi que la parole. Et à la recherche de sa jumelle restée dans l'œuf, il arracha un morceau de placenta qui devint la terre. Puis il pénétra dans la terre, mais du coup en pénétrant dans la terre, il commit un acte incestueux qui répandit l'impureté dans la création. Pour cet acte, il fut châtié
est changé en renard, qu'on appelle le renard pâle, le yurubu, qui est privé de parole, mais ayant le pouvoir de prédire l'avenir. Il représente la sécheresse, la stérilité et la mort. Il est en lutte perpétuelle avec son frère jumeau, Nomo. Nomo, qui a été sacrifié et ressuscité pour la purification de l'univers. Nomo, qui représente l'eau, la fécondité, la vie. Après la résurrection de Nomo, Ama le plaça sur une arche de terre pure avec tous les animaux et végétaux qui devaient peupler le monde des hommes, et le fit descendre sur la terre du renard avec ses enfants, 4 couples de jumeaux mixtes, on va en reparler tout de suite, qui sont les ancêtres de l'humanité. Nomo joua le rôle de héros civilisateur et enseigna aux 8 ancêtres le langage associé à la technique du tissage et de l'agriculture. Ainsi commença la civilisation humaine qui se répandit sur la terre impure et la purifia. C'est-à-dire que ce qui était aussi très compliqué, mais ça c'est déjà un résumé des principales idées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent, ils ont toute une logique scientifique pour expliquer, puis que cette explication, il n'en reste pas là. Ils vont l'intégrer dans les gestes et les habitudes de la vie quotidienne. Et donc, ça va déterminer leur façon de vivre. Et cette façon de vivre, alors ce qui est intéressant, c'est que comme c'est très élaboré, ça va être très très suivi. Donc on peut dire qu'ils préservent leur culture. Donc ça c'est un point très important. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est tellement pensé et tellement serré après dans les applications que du coup ils peuvent passer à côté de certains progrès, notamment scientifiques et découvertes, qui auraient pu les faire avancer un peu plus. Voilà, donc je dis, moi, les Dogons, mon regard sur les Dogons, je suis dans cette double position de dire, c'est extraordinaire ce qu'ils ont trouvé, la parole, si on en parle un autre jour, vous verrez, mais du coup, ils sont aussi prisonniers de leur mythe. Et c'est ça le danger du mythe. C'est une richesse incroyable, d'où on peut tirer des rites qui sont valables, d'où on peut tirer des contes qui sont magnifiques, mais qui, à un moment donné, si on ne tient pas compte que l'explication qu'on a donnée, c'était à un moment donné, à ce moment-là, on peut aussi passer à côté de ce qu'on appelle le progrès, quand il est progrès. Et ils le refusent, ce progrès? Ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'ils le refusent, ce progrès? Et c'est pas qu'ils le refusent, c'est qu'ils restent dans leur culture. C'est pas forcément je refuse ça. Alors, à propos des Dogons, je vais juste vous dire 2 petites choses. Parce que je ne pouvais pas. Je suis déjà passée à côté de la parole et tout ça, donc voilà. Je voulais vous dire ça. Voilà. Tous les mythes, notamment ceux de la création et de l'origine, donnent lieu à des rituels. Un de ces rituels, et ça vous en avez entendu parler, l'initiation, parler d'initiation. On dit souvent que nous, on n'a pas d'initiation, et que quand les jeunes prennent des motos, etc., c'est eux qui font leur propre initiation, etc. Donc tout le monde a entendu parler d'initiation. Donc l'initiation chez les Dogons marque la mort symbolique de l'individu à son état ancien. Bon, maintenant, tu n'es plus un enfant, et voilà. Et la renaissance d'un individu nouveau, supposé être adulte. Alors, pour faire ce passage, le rituel comprend une séparation d'avec la famille, une réclusion, des épreuves, une mort et une renaissance symbolique, puis le retour et la réintégration dans la société. Les dangers de l'initiation peuvent être réels. Il faut lutter au cours des épreuves contre la peur, le froid, les mauvais traitements. La peur de savoir qu'à la fin de l'initiation, écoutez bien ça parce qu'on en parle beaucoup, mais pas toujours à bon escient, sans savoir tout ça, qu'à la fin de l'initiation, les initiés n'échapperont pas à un acte indélébile, l'excision pour les filles, la circoncision pour les garçons. Dans le mythe Dogon, l'individu dans sa naissance, vous vous rappelez, je vous ai dit les jumeaux mixtes, rappelez-vous, est à l'origine hermaphrodite. Or, quand les jumeaux réels, maintenant dans la vie, naissent, ben, ils sont uniques. Ils sont un homme, un garçon ou une fille.
ne sont pas nouveaux. Mais ils pensent que, donc les Dogons pensent, qu'ils naissent quand même avec un résidu de cette bisexualité originelle. Le clitoris pour la fille, le prépuce chez le garçon. Donc, pour devenir complètement un, eh bien, il faut se débarrasser du prépuce et du clitoris. Ça nous fait penser notre regard sur l'excision d'une autre façon. Moi, jusqu'à ce que je travaille les Dogons, je le pensais comme une atteinte à l'intégrité physique. C'était mon argument. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Si je le redis au mythe, c'est au contraire, eux, pour qu'on soit complètement homme ou complètement femme. Donc, voilà pourquoi chez eux, l'excision et la circoncision. Alors, d'autres ethnies ont réfléchi. Je ne sais pas le nom de l'ethnie, je crois qu'ils ne l'ont pas dit. Je crois que je ne l'ai pas trouvé parce qu'elle n'était pas marquée. Et pour éviter cette pratique, il faut trouver un substitut symbolique. Et donc, elles ont trouvé un geste qui est celui-là. Pour une certaine ethnie, la jeune fille elle-même coupe une jeune pousse de bananier. Mais si, enfin, dans tous les mouvements maintenant où on lutte contre l'excision et tout, si on veut aller chez les Dogons faire ça, il faut penser, il faut travailler ce mythe, il faut travailler ça pour pouvoir avec eux trouver ce substitut symbolique. Puisque déjà, je vous ai dit que souvent les mythes africains, dans leur langage, étaient dans la partie symbolique en plus. Voilà. Alors, à l'entrée du village, du premier village humain, il y avait une calebasse. Une calebasse, c'est une courge, c'est une grosse courge. Et dès que quelqu'un approchait, cette calebasse s'ouvrait en deux, attrapait la personne qui arrivait et se refermait. Donc il n'y avait plus personne qui vivait dans le village. Tout le monde avait été attrapé par la calebasse géante. Sauf une femme et son fils qui habitaient en début de forêt et une grande sorcière qui habitait au fond de la forêt. Un jour, le petit garçon, sans que sa mère s'en aperçoive, est parti se promener en direction du village. Et quand la mère s'en aperçut, elle a couru au village et le fils avait été attrapé par la calebasse et intégré dans la calebasse. La femme était folle de douleur. Elle est partie voir la grande sorcière. Elle lui a dit « Aide-moi, 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 je t'en supplie ». La sorcière a répondu « Je peux t'aider, écoute-moi. Tu vas aller en direction, tout droit là, jusqu'à un rocher. Tu vas prendre ce piment rouge, tu vas frotter le rocher. Le rocher s'ouvrira, tu descendras dans le ventre de la terre, et là tu marcheras jusqu'à ce que tu trouves un bélier. » Et la femme s'est dépêchée de faire ça. Donc elle est partie, elle est arrivée devant le rocher, elle l'a frotté avec le piment rouge, elle est descendue dans le ventre de la terre, elle a marché jusqu'à ce qu'elle voit un bélier, un magnifique bélier, assis entre les racines d'un baobab. Le bélier lui a dit « Mais où vas-tu » Et la femme lui a dit « Je viens de la part de la grande sorcière. Elle m'a dit que je dise que c'est elle qui t'envoie et tu viendrais. » Le bélier lui a dit « Grimpe sur mon dos. » Ils sont partis, ils ont traversé le rocher, ils sont traversés dans la forêt, ils ont arrêté devant la maison de la sorcière. La sorcière est sortie, la femme est descendue dessous du bélier, et la sorcière s'est mise à chanter. Et elle a chanté tous les malheurs, toutes les horreurs que la calebasse avait fait. À ce moment-là, le bélier commençait à lancer du feu, ses cornes rougeoyaient, il grattait la terre. Et puis il est parti d'un seul coup, il est arrivé à l'entrée du village, il a vu la calebasse est arrivée, et ce fut un choc extraordinaire, extraordinaire. Mais le bélier a mis toutes ses forces, et la calebasse s'est trouvée en 1000 morceaux. Et elle a hurlé, et son cri est arrivé jusque dans les étoiles, le bélier a disparu dans le ciel,
Et voilà que tous les débris de la calebasse étaient là. Et la femme était là, elle regardait, elle cherchait son enfant. Et elle a vu son enfant. Et son enfant s'est arrivé, s'est jeté dans ses bras. Et ils sont restés quelques minutes encore. Et la femme voyait qu'entre les morceaux, des hommes apparaissaient. Et elle voyait un phénomène étrange. Elle voyait que les hommes avaient été groupés par couleur. Il y avait les blancs, il y avait les noirs, il y avait les rouges, il y avait les jaunes. Et alors ils se soulevaient, ils s'époussettaient, ils voyaient qu'ils pouvaient marcher et ils se regroupaient. Et c'est ainsi que la première humanité s'est construite avec des races de couleurs différentes. Et la femme est repartie avec son enfant, elle est allée chez la sorcière, et la femme, la sorcière et l'enfant se sont mis à chanter et à pleurer de bonheur. Voilà, je vous